Je m'appelle Annelies Keller et, comme tant d'autres à Berlin, je consacre ma vie au ballet. Depuis que j'ai mémoire, mon monde tourne autour des notes de Tchaïkovski, des lumières de la scène et du poids de la discipline. Ma vie semblait être une œuvre chorégraphiée, avec précision. Chaque pas, chaque pirouette, parfaitement calculée. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à cette nuit-là, où l'ombre d'une erreur inattendue s'est projetée sur moi. Avant de continuer, pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes et même les moments marquants de la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne rater aucune histoire et mettez un j'aime à cette vidéo pour nous soutenir. On vous attend à chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. Mon mari, Léonard, est un homme admirable, de ceux dont la présence impose. Il est entrepreneur, une âme toujours en mouvement, un globe-trotteur qui ne reste jamais plus d'une semaine au même endroit. Au début, cette énergie m'a fascinée, cette façon de parler de chiffres et de culture, comme s'il s'agissait d'un langage universel. Mais avec le temps, ces absences sont devenues un écho vide dans notre maison. Ma danse remplissait mes journées, mais les nuits étaient longues, froides, solitaires. Léonard disait toujours que tout ce qu'il faisait était pour nous, pour notre avenir. Mais quel sens avait un avenir construit sur un présent si distant? Ses promesses, de plus en plus mécaniques, sonnaient creux. Parfois, il arrivait en retard à mes représentations. D'autres fois, il ne venait même pas. Au début, je faisais semblant de ne pas m'en soucier. Mais son siège vide au théâtre est devenu un symbole de ma solitude. Dans cette routine qui se désintégrait lentement, son père, Friedrich Keller, est entré en scène. Friedrich a toujours été une figure intrigante pour moi. Élégant, réservé, avec cette sérénité que seuls les ans peuvent offrir. Après le décès de la mère de Léonard, Friedrich passait plus de temps avec nous. Sa présence, loin d'être envahissante, était une sorte de refuge. Il écoutait avec intérêt mes histoires, mes préoccupations. Il avait une capacité particulière à me faire sentir visible, ce que Léonard avait oublié depuis longtemps. Mon premier contact avec Friedrich remonte à environ 6 ans, lorsqu'après un accident de voiture, il est tombé dans le coma pendant 2 mois. Je me suis proposé de m'occuper de lui en raison des voyages constants de mon mari. Je dois avouer qu'au cours de ce temps passé à ses côtés, j'ai commencé à le regarder autrement. Je ne peux nier qu'il s'agit d'un homme extrêmement séduisant. L'histoire continue une nuit d'hiver, une de ces nuits où Berlin ressemble à un tableau de lumières et d'ombres. Léonard était à Tokyo, comme d'habitude, et Friedrich est venu chez nous pour me rapporter quelques affaires qu'il avait laissées lors de sa dernière visite. Nous étions seuls. Je me souviens qu'au début, la conversation était banale. Nous avons parlé de mon prochain récital, de la neige qui avait commencé à tomber, des voyages de Léonard. Mais au fil de la nuit, la discussion a pris une tournure inattendue. Assis dans le salon, avec une bouteille de vin rouge entre nous, Friedrich a commencé à me parler de sa femme, des années qu'ils avaient partagées, de l'absence qui restait pour lui un vide infranchissable. Il parlait avec une sincérité désarmante, et pour la première fois, je voyais en lui non seulement l'homme élégant et sûr de lui, mais aussi quelqu'un de fragile, d'humain. « C'est curieux, n'est-ce pas ?» dit-il en faisant tourner son verre, regardant le reflet du vin sous la lumière tamisée. « Comment on peut être dans une pièce pleine de monde et se sentir totalement seul ?» Cette phrase m'a frappée d'une manière que je n'attendais pas. J'ai acquiescé en silence, incapable de trouver les mots. J'avais ressenti cette même solitude tant de fois,
même en compagnie de Léonard. Friedrich l'a remarqué. Son regard a croisé le mien, et pendant un instant, le temps a semblé suspendu. « Pardon, je ne voulais pas t'attrister. » ajouta-t-il avec un demi-sourire qui semblait une excuse. « Non, non. C'est juste que je crois comprendre ce que tu dis, plus que je ne devrais. » Ai-je répondu, peut-être avec trop d'honnêteté. Il y eut un silence gênant, mais ce n'était pas un de ceux qui incitent à s'éloigner. Au contraire, c'était comme si nous avions tous deux dit quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était prêt à admettre, quelque chose qui flottait dans l'air, chargé de possibilités. La conversation continua, mais l'atmosphère avait changé. Chaque mot semblait chargé de significations cachées. Chaque regard durait un peu plus longtemps que nécessaire. Finalement, la bouteille de vin fut vide, et Friedrich se leva pour se servir un peu d'eau. Lorsqu'il revint, il ne s'assit pas sur le fauteuil en face de moi, mais à mes côtés. La proximité était palpable. « Anneliese, je ne veux pas que tu me comprennes mal, mais... » commença-t-il, avant de s'interrompre, comme s'il luttait avec ses mots. « Mais quoi ?» demandai-je, incapable de cacher ma nervosité. « Je veux juste que tu saches que je t'admire beaucoup, pas seulement pour ton talent, mais pour la personne que tu es. C'est un cadeau de te connaître. » Je ne sus quoi dire. Sa voix, son regard, tout en lui semblait sincère. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que nous ressentions tous deux mais que personne n'osait nommer. Le silence retomba, plus lourd cette fois, jusqu'à ce que, presque imperceptiblement, nos mains se croisèrent. Ce fut un geste maladroit, accidentel, mais aucun de nous ne recula. « C'est mal, » murmurai-je, plus pour moi-même que pour lui. « Je le sais, » répondit-il avec la même voix calme qu'il utilisait pour parler de tout. Et pourtant, aucun de nous ne bougea. Ce n'était pas un acte prémédité. C'était l'accumulation de nuits solitaires, de mots tus, de regards échangés, qui trouvèrent refuge chez la personne la moins attendue. L'infidélité n'est pas toujours un cri de passion. Parfois, c'est un murmure de désespoir, une tentative maladroite de combler un vide. Friedrich et moi n'avions rien planifié cette nuit-là. Il n'y a dû ni promesse, ni déclaration. C'était un moment qui, bien que bref, ressemblait à un ouragan au milieu du calme. Et quand la réalité nous rattrapa finalement, nous sûmes tous deux que rien ne serait plus pareil. Le lendemain matin, Friedrich partit tôt, et je passais des heures à regarder par la fenêtre, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Mon esprit était envahi de questions. Que signifiait tout cela? Que devrions-nous faire maintenant? Mais plus que tout, je me demandais pourquoi je ne ressentais pas de culpabilité, du moins pas autant que je l'aurais dû. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Quand Léonard appela du Japon pour me parler de ses réunions, sa voix me sembla distante, étrangère. Friedrich, de son côté, évita tout contact, probablement aux prises avec sa propre culpabilité. Finalement, une semaine plus tard, j'osai lui écrire un message. Je ne savais pas ce que j'espérais en tirer, mais j'avais besoin de réponse. J'avais besoin de boucler la boucle. Sa réponse fut brève. Cela n'aurait jamais dû arriver, mais je ne regrette pas ce que j'ai ressenti cette nuit-là. Nous en parlerons bientôt. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de nous. Je sais que ce que nous avons fait était une erreur, mais je sais aussi que je ne peux pas effacer ce que j'ai ressenti. Friedrich n'est plus simplement mon beau-père. Il est quelqu'un qui m'a rappelé ce que c'est que d'être vu, écouté, valorisé. Et bien que l'avenir soit plein d'incertitudes, une chose est sûre. Cette nuit a changé quelque chose en moi,
quelque chose que je ne pourrai jamais ignorer. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. Souvenez-vous que votre soutien signifie beaucoup pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un « j'aime » et à la partager. Nous avons beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. À la prochaine fois.